Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie matériaux. On arrive à la fin de cette section-là. Aujourd'hui, une notion ultra importante, je vais vous montrer comment organiser facilement vos nodes en créant ce qu'on appelle des groupes et en exposant les paramétrages que vous voulez pour partager ça, par exemple, à une autre personne. Et si jamais vous voulez vraiment brider les choses que la personne peut modifier, ben, ça permet de simplifier les échanges, simplifier le process et garder un petit peu en tête tout ce qui est visuellement présent. Si j'appuie sur Tab ici, par exemple sur ce node, vous voyez que c'est bien un groupe, on a plein d'informations, je choisis des attributs que je veux exposer et qui sont ensuite mis ici en temps réel. Je vais pouvoir changer mes paramétrages sans aller fouiller à chaque fois dans le système nodal qui est présent ici. Donc c'est ultra intéressant et ça me permet de profiter également de plusieurs échelles d'entrée, donc plusieurs niveaux d'abstraction, pour obtenir par exemple des résultats comme ceci, qui sont quand même relativement intéressants et qui pourraient vous permettre d'obtenir des résultats assez complexes très facilement en mélangeant des nodes. Donc on va voir un petit peu ça aujourd'hui. Le but c'est de faire d'abord un matériel de crépi assez simple, assez classique. C'est des choses basiques qu'on a déjà vues, mais ça permet de varier un petit peu ce qu'on fait sur les vidéos. Et ensuite on fera une petite explication sur le groupe node présent juste là. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender comme ceci, je vais tout supprimer, je vais rajouter avec Shift A, alors je vais juste vous rajouter, hop là, les raccourcis clavier comme ça, ceux qui débutent ne seront pas perdus. Avec Shift A, je vais rajouter un mesh de type Cylinder, je vais passer en mode édition avec Tab, je vais sélectionner en laissant enfoncer Shift pour rajouter une sélection, mes deux faces à l'opposé, CTRL B pour faire un petit bevel, molette vers le haut pour ajouter par exemple deux loops comme on a juste là. Et là, je vais faire un CTRL 5 pour ajouter un niveau de subdivision à 5. Si je vais ici dans mes modifieurs, j'ai bien un level viewport à 5. Alors, je suis obligé de booster un petit peu le nombre de subdivisions parce que je vais utiliser du displacement. Et le displacement, contrairement au bump normal, est basé sur une densité de mesh, sur une topologie, pour pousser ou faire rentrer des éléments en fonction d'une valeur de noir et blanc qu'on va indiquer dans une texture Blender. Je passe un petit peu vite sur les détails parce qu'on a déjà fait des vidéos à ce sujet, donc je vous conseille de vous y référer si jamais vous êtes un petit peu perdu. Je vais ensuite en haut à droite passer en Material Preview Mode qui permet d'avoir une sorte de représentation très rapide avec le moteur de rendu Eevee, moteur de rendu qui est présent sur Blender depuis maintenant pas mal de temps, mais à ne pas confondre avec les moteurs comme Cycleski et du Path Tracing. Et là, ça permet vraiment d'avoir un aperçu ultra rapide. Tac, alors, j'avais pas cliqué dessus, du coup ça avait rien affiché, c'est tout à fait normal. Donc voilà ce qu'on a. Dans mon autre fichier Blender, je vais juste passer en solide, comme ça je suis sûr que toutes les ressources de l'ordinateur sont vraiment présentes ici, notamment si vous avez un petit peu des baisses de performance, c'est peut-être que vous avez plusieurs instances de Blender, et si vous calculez plusieurs rendus en temps réel, ça peut prendre un petit peu de VRAM, et ça vous permet d'alléger un petit peu les fichiers si jamais vous en avez plusieurs d'ouverts. N'hésitez pas à passer en vue solide classique, en viewport shading, pour éviter ce genre de problème. En haut à droite, je vais aller dans le shader editor, je vais faire new, je vais l'appeler par exemple mat_01. Ça affiche un petit peu du nom dans notre cas de figure, et j'ai pas besoin de tout ce qui est en haut et en bas, donc je peux avoir un affichage qui ressemble à ceci. Donc ça, c'est une sorte d'affichage un petit peu optimal. À gauche, vous avez votre viewport 3D où vous avez le feedback visuel de votre matériel, et en haut à droite, vous avez votre matériel editor qui vous permet de modifier un petit peu tout ça. Donc je vais rajouter un noise texture. Alors je vais aller un petit peu vite parce que tout ça, on l'a déjà vu, c'est du basique. Je réexplique un petit peu les détails principaux, mais globalement, normalement, vous savez le faire ça de A à Z tout seul, sauf la partie groupe de nodes qu'on n'a pas encore vue, et ce sera la partie la plus intéressante. Mais on n'allait pas voir que ça dans la vidéo, autant s'amuser à créer un petit shader en amont. Je vais rajouter un node de type displacement, qui me permet de rajouter du coup du displace au moment du rendu, comme le nom l'indique. Je vais prendre mon facteur, je vais aller sur la hauteur, je prends mon displacement, je le mets sur la displace, et là il va se passer une chose dans ma viewport qui est intéressante, mais qui n'est pas ce que je veux. Là vous voyez, on a bien une sorte de simulation de relief, mais quand on voit sur le côté, c'est pour ça que je vous ai fait rajouter un cylindre, on a vraiment quelque chose qui est linéaire. J'ai pas vraiment un mesh qui a du volume réel physique. Pourquoi? Parce que par défaut, Blender fait uniquement une interprétation de bump, même si on a un node de displacement, c'est une petite particularité. On est obligé de forcer sur le material output l'interprétation. Donc si je fais ici la petite flèche, je vais pouvoir aller dans Options, et au lieu de Bump Only, je vais passer en Displacement and Bump. Donc une fois que ça c'est fait, vous voyez que là j'ai bien une interprétation qui a poussé mes faces vers l'extérieur. Alors, il y a plein de choses qui ne me vont pas ici.
les motifs sont trop gros, le display c'est trop important, c'est pas assez détaillé, donc on va changer tout ça. Déjà le scale, je vais le baisser un petit peu pour avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça, 0,4. Dans un premier temps, on va dire que c'est bon. Je vais juste prendre comme référentiel ce qu'on avait ici. Là, vous voyez, si j'appuie sur Tab, on avait quelque chose de beaucoup plus petit. Donc, c'est sur le scale qui est présent juste là. Donc, on était à du 0,18. Donc, on va certainement s'apercevoir qu'en augmentant un petit peu les détails, comme j'ai là, et en bougeant éventuellement la roughness pour avoir plus ou moins de détails, on a quelque chose qui, effectivement, est peut-être un petit peu trop exagéré. Mais après, l'exemple est juste là pour vous montrer un petit peu les valeurs, comment on peut l'utiliser, mais rien ne vous empêche de changer tout ça. Moi maintenant, j'aimerais bien faire en sorte que sur mon élément, donc je vais repasser à 0,4 pour l'exemple, mais là c'est bien beau, j'ai du crépi un petit peu uni partout, mais j'aimerais bien, comme sur ce que je vous ai montré en début de vidéo, avoir des endroits très plats, très lisses, et par d'autres endroits comme si le mur avait été abîmé et on devine du crépi derrière. Comme ça permet de rajouter un petit peu une surcouche au shader et pas avoir quelque chose trop simple. Donc je vais faire Shift A, je vais rajouter un Map Range, que je vais mettre juste ici, et là ça va être sur la valeur From Max qu'on va venir jouer. En baissant un petit peu ça, vous voyez, je vais pouvoir petit à petit rogner ma surface pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et donc en jouant avec cette valeur, voilà ce qu'on peut obtenir. Donc on a vraiment un rendu que je trouve assez intéressant, qui est ultra rapide à mettre en place. Maintenant, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est que sur les autres parties, on a quelque chose d'extrêmement lisse. Alors n'oubliez pas qu'en temps réel, vous pouvez rechanger ici le scale si vous le souhaitez. Donc on va mettre 0,2 par exemple. Je pense que c'est un entre-deux assez intéressant. Donc comment je fais si je veux rajouter un petit peu du bump partout de manière globale? On pourrait le mélanger au displacement, mais pour complexifier un petit peu tout ça, on va utiliser un autre type de noise qu'on va mélanger à notre noise d'origine qui est celui-ci, et que l'on va connecter dans la normale, et au passage, on va même colorier la base color avec tout ça. Donc je vais rajouter un autre noise texture, que je vais mettre juste là. Je vais rajouter un mix color. Je vais mettre mes deux factors juste ici dans A et le B. Je vais faire CTRL SHIFT clic gauche pour afficher mon résultat final. Alors à chaque fois, il y a une compilation qui est un petit peu longue avec Eevee dès qu'on a du displacement, mais c'est normal. Je vais changer un petit peu l'échelle, les détails par exemple. La roughness, je vais pouvoir la modifier éventuellement si je le souhaite. Et une fois que j'ai ceci, là je pense que j'ai suffisamment d'informations pour ajouter ça sur ma normale. Et vous voyez, mon map range, j'ai bien fait en sorte de le mettre uniquement sur mon noise de texture d'en bas et pas celui d'en haut. Comme ça, il ne va pas rentrer dans le traitement de ce mix, et je vais pouvoir avoir des petits détails rajoutés un petit peu partout, même sur les parties qui sont parfaitement lisses par défaut. Vous voyez là, cette partie-là qui est très lisse, moi ça me va pas trop. Donc je vais rajouter un node de type bump, que je vais mettre juste là. Je prends mon résultat, je le mets sur la hauteur. Je prends ma normale, je le mets sur la normale. Par défaut, ce sera beaucoup trop accentué. C'est un petit peu le problème dans Blender quand on convertit du noir et blanc, du bump à du normal. Donc cette valeur-là, je vais la mettre par exemple à 0,1. Et là, déjà, on a quelque chose qui est un petit peu plus intéressant. Donc vous voyez, c'est léger. C'est même un petit peu trop fort, je trouve. Moi, je veux juste pas avoir quelque chose de lisse. Voilà, je pense que comme ça, on est pas mal. Et on a peut-être même trop de détails. Donc on va changer un petit peu le détail comme ceci, baisser un petit peu l'échelle. Non, là, il faut vraiment ajuster pour avoir quelque chose qui convienne vraiment à ce que vous voulez obtenir. Donc ça dépend vraiment du résultat que vous voulez avoir à la fin. Donc là, on va dire que c'est suffisamment intéressant. On est pas mal. Maintenant, la couleur est un petit peu trop sombre partout. Alors, là, on a l'impression que la lumière est bien accrochée. Oui, c'est le cas. Mais vous allez voir que quand on va switcher en Cycles, qui a une interprétation beaucoup plus précise en termes de lancer de rayon, que ne fait pas Eevee, on aura peut-être des petites différences, des petites surprises. Donc, on va commencer à faire notre travail de shader sur Eevee, mais ensuite, ce qui fera foi, c'est le résultat de Cycles. Sauf si vous voulez faire tout votre process sur Eevee, vous pouvez bien sûr. Donc, je vais faire un petit color ramp, comme ceci. Je vais relier mon factor à ma color à la base color. Par défaut, normalement, ça ne change rien du tout parce qu'on a une interprétation de noir et blanc qu'on convertit lui-même en noir et blanc. Alors, ça vient juste colorer les valeurs. Pardon. Par défaut, tout est blanc parce qu'on n'avait pas de base color. Mais en gros, le résultat que j'ai là et le résultat que j'ai là, c'est exactement le même. Et là, les valeurs sont trop sombres. Ça fait un mur un petit peu sale. Donc, je vais prendre cette poignée-là. Je vais faire, par exemple, un gris qui ressemble à ceci. Et là, on est pas mal. Alors, comme d'habitude, vous pouvez changer un petit peu l'interprétation si jamais vous voulez changer les valeurs ici, mais moi je trouve que là c'est suffisant. Donc, une fois que j'ai ça, je pense que c'est assez correct. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de grouper tous ces éléments. Alors, je vais juste switcher rapidement sur Cycles pour vous montrer un petit peu GPU.
je vais aller dans Film, je vais mettre Transparent. Je passe en mode rendu. Alors par défaut, on est déçu parce qu'il n'y a pas d'environnement texture. Je vais aller juste ici dans le World, Color, Environnement texture, Open. Et là, si je vais dans HDRI, je vais pouvoir mettre le Forest. Et normalement, j'ai à peu près le même résultat entre Eevee et Cycles. Vous voyez que Cycles marche quand même beaucoup mieux. Hein. On a un résultat qui est beaucoup plus concluant sur ça. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est dire à Blender, tu as ici un système nodal que je t'ai fourni. J'aimerais bien le grouper en un seul node parce que ça, c'est assez laborieux. Pourquoi c'est laborieux? Parce qu'il y a plein d'informations qu'on ne veut pas toucher. Par exemple, typiquement, le map range, j'ai envie de toucher qu'au from max. J'ai pas envie d'afficher ça, ni ça, ni ça. Ça alourdit tout le process. Je vais pas non plus changer le type d'interprétation en float, linéaire ou clamp. Ça, entre guillemets, je m'en fiche. Je sais que je veux uniquement bouger cette valeur-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tous les nodes que je souhaite grouper. Je vais faire CTRL-G. CTRL-G comme groupe. Et là, implicitement, qu'est-ce qui s'est passé en haut? Vous voyez, on a descendu d'un niveau d'hierarchie. On n'est plus dans le matériel de base, on est dans un node group. Alors, comment je fais pour passer du node group au matériel de base? Je vais faire CTRL-Tab pour remonter de 1. CTRL-Tab, ça remonte de 1. Tab, tout simplement, ça descend de 1. Donc là, mon shader, maintenant, mon matériel, pardon, il ressemble uniquement à ça. Beaucoup plus simple. Parce que je pourrais même réutiliser ce node group, en mélanger, etc., etc. Et ce serait quand même beaucoup plus simple. Donc une fois que j'ai ceci, je peux refaire un tab et voilà où j'atterris. Donc la sortie, on ne va pas le toucher. En sortie, j'ai mon BSDF, j'ai mon displacement, c'est parfait. Par contre, moi je veux faire ce qu'on appelle exposer différents paramètres, différents attributs, pour donner possibilité à l'utilisateur de modifier telle ou telle valeur. Donc là, vous remarquez que déjà, j'aimerais bien changer le scale. Alors le scale, j'ai pas choisi les valeurs au pif. J'ai fait exprès ici de mettre une échelle 3 fois supérieure à celle-ci. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, si je relis mon scale, j'aimerais bien automatiquement changer uniquement une seule valeur et que ça impacte le scale de mon autre texture en ratio de 1. Donc si je mets 5 dans mon scale, je veux du 5 ici, mais ici je veux toujours un ratio multiplié par 3. Donc je vais rajouter un node de type math. Je vais faire un petit multiply par 3. Je vais prendre cette valeur-là, je vais le mettre à la première entrée, et la value, je vais mettre dans le scale. Et là, ça veut dire quoi? Vous voyez que ça ne change rien visuellement, mais ça veut dire que quand je vais rentrer une valeur de scale, automatiquement, il va me l'injecter ici de manière brute, sans modification, et en haut, il va me l'injecter en multipliant par 3. Alors ça peut paraître anodin, mais c'est ultra simple, parce que du coup, quand je vais dans mon node groupe juste ici, j'ai juste à changer une seule valeur, et ça va me changer les deux en temps réel, avec la fameuse multiplication par 3, comme je le souhaite. Donc je pourrais mettre 10, ça veut dire que j'aurai du 30 pour en haut et du 10 en bas. Donc ça, c'est parfait, c'est nickel. Scale, c'est pas assez explicite. Je veux changer un petit peu la valeur. Donc on a possibilité d'éditer tous les paramétrages d'entrée exposés dans le node. Je vais juste cliquer en haut à droite. Je vais aller dans Node, groupe, pardon. Et juste ici, j'ai le Scale. Alors déjà, je peux changer le nom en double-cliquant. Donc je vais appeler Noise-Scale. Voilà, j'ai la valeur par défaut qui est de 5, c'est parfait. Je peux même régler le min et le max. Donc je pourrais dire par exemple, mais l'échelle, je veux qu'elle soit entre moins 5, imaginons même qu'on va avec du positif, entre 1 et 50. Et là, l'utilisateur ne pourra pas dépasser cette valeur. Donc il y a toujours un aspect brider ce que peut faire la personne pour que la philosophie de votre shader soit vraiment retranscrite dans les valeurs. Parce qu'on pourrait très bien mettre une valeur de moins 5000 par défaut, mais ça n'aurait plus aucun sens. Donc c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez gérer tout ça. Donc ça, c'était pour le scale. Il pourrait être intéressant également de mettre l'intensité du bump, pourquoi pas. Donc on va relier ceci au strength. Alors par défaut, il faut savoir que quand je relie là, ça va mettre cette valeur-là, qui est donc de 0,01, par défaut. Regardez, si je clique ici, vous voyez, 0,061, c'est la valeur que j'avais par défaut. Comme ça, quand je relis, ça ne change pas visuellement mon élément. Donc on va faire pareil, entre 0 et 1, c'est très bien. On va l'éditer, on va l'appeler normal intensity, voilà, on pourrait mettre strength, mais mettons intensity. Je vais pouvoir changer, par exemple, tant qu'on est sur les intensités, l'intensité de mon displacement. Donc là aussi, on va renommer, je vais l'appeler displacement intensity. Et en dernier, pour l'exemple, je vais vous montrer le from max, pardon, qu'on avait juste là, où je vais l'appeler, donc là c'est plus pour clamper les valeurs, donc je vais l'appeler clamp, tout simplement. Et là,
vous remarquez que c'est quand même beaucoup plus simple de venir modifier les valeurs ici directement. J'ai mon noise en temps réel, alors je vais repasser un affichage EV, comme ça sera plus rapide quand même pour changer tout ça, vous allez voir. Et c'est quand même beaucoup plus intuitif de changer directement ça, plutôt que changer toutes les valeurs, avoir tout l'arbre nodal, c'est assez lourd. On a le displacement également, on a le clamp si je veux avoir un crépi qui par exemple est pas du tout clampé et qui est uniforme un petit peu partout, je peux le changer. Là on n'a que des valeurs numériques, donc c'est pas mal, mais on peut aussi changer la couleur par exemple. Imaginons que je veuille multiplier la couleur de mon crépi avec une couleur de base. Mais je peux très bien ici faire un mix color que je vais relier comme ceci, et mon nœud B, je vais le prendre et je vais le mettre à la sortie juste là. Et vous allez voir qu'automatiquement, il va s'ajuster. Alors je vais l'appeler color, parce que par défaut, ouais, il n'a pas vraiment de valeur, de nom de base, pardon. Il appelle juste C, je crois. Donc c'est pas, ou B, le nom de la sortie, donc c'est pas fou. Là, CTRL Tab, et maintenant, en temps réel, regardez, je vais pouvoir changer la couleur de mon crépi. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve, de manipuler directement ça. Et là, ça ouvre également la possibilité à quelque chose de beaucoup plus poussé, c'est-à-dire qu'en temps réel, mon value qui est juste là et juste là, automatiquement il est relié à une seule entrée. Donc là où j'aurai plusieurs connexions à faire de manière assez lourde en termes de processus, là je peux très bien rajouter un noise texture et lui dire que l'échelle de mon noise est lui-même basée sur un noise. Donc il y a une sorte de double niveau d'abstraction, mais qui permet d'obtenir des résultats assez fous. Regardez, on se rapproche de choses très géométriques, presque tout ce qui est fractal ou autre, pour ceux à qui ça parle. Et là, on peut obtenir des résultats assez chouettes, uniquement en modifiant ça. Vous voyez, là, on aura un crépi beaucoup plus travaillé, par exemple, avec une sorte de distorsion qui apparaît. Je vous le montre en cycles. Et ça, ce serait beaucoup plus compliqué, ou même beaucoup plus lourd en termes de traitement si on n'utilisait pas les systèmes de groupe. Alors également, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais faire un groupe dans un groupe, regrouper à nouveau tout ça, si je veux exposer différentes choses. Donc voilà. Par défaut, il s'appelle notre groupe, donc ça, c'est pas fou. Je peux le renommer, par exemple, Crépi. Alors je vous conseille de le renommer un petit peu partout, pareil dans le label et tout. Moi, souvent, je mets le même nom, parce que des fois, Blender met pas les mêmes... mais pas exactement les mêmes nominations partout. Et surtout, un truc qui est ultra intéressant, c'est que maintenant que vous avez créé ce node-là, il est accessible dans Blender, dans toute votre scène. Donc par exemple, si je crée une UV Sphere, voilà, que je vais mettre juste ici, je vais la subdiviser comme tout à l'heure avec un petit CTRL 5. Maintenant, je peux faire un nouveau matériel, mais je pourrais très bien lui dire, non, non, je veux pas un principal BSDF, je veux que tu utilises mon node Crépi, qui est présent soit là, soit dans le groupe. Donc là, vous pouvez avoir tous vos nodes créés. Donc moi, je vais prendre Crépi. J'ai mon BSDF que je mets ici, mon displacement que je mets là, et voilà, j'ai exactement le même matériel. Et du coup, les deux sont indépendants, donc ça veut dire que quand je change mon scale ici, ça va bien évidemment pas le changer à côté. Je pourrais avoir un crépi vert juste là, vous voyez que ça va pas du tout changer, ça va pas influencer mon crépi de base, sauf si vous voulez vous-même faire des instances, mais par défaut, c'est pas le cas. Donc voilà, en plus d'exposer des paramétrages, ça permet de vous créer vos propres nodes custom qui sont réutilisables dans vos fichiers Blender, donc ça c'est quand même assez intéressant. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne année, parce que c'est vrai que j'ai oublié, mais c'est la première fois que je refais une vidéo depuis cette année 2025. Meilleurs vœux, plein de réussite dans vos projets, la santé pour vous et vos proches, bien évidemment, c'est l'essentiel. J'espère que cette vidéo et la formation vous plaît, et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo sur Blender.